Bonsoir chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau podcast du Club Paname avec comme consultant du soir l'homme qui croit en Kipembe, qui croit en Dagba, mais surtout en Tourelle, Drayas. Bonsoir. Ah, c'est bien de définir ça. Et un petit nouveau Katakuri, alias Kata. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tous. Vas-y, décris-nous rapidement qui tu es, quel âge, depuis quand tu es pour le PSG et quel est ton joueur préféré, tiens. Allez hop. Allez, donc moi j'ai 30 ans, donc je pense que je suis connu un peu sur les sur les forums, sur Canal Supporter où j'ai posté beaucoup. Reconnaissance internationale, messieurs, dames. Donc moi j'ai connu le PSG avec l'époque un peu Ronaldinho 2002 et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à suivre. Et mon joueur préféré du PSG, Ouais, tout est bah, j'ai pas vraiment de joueur préféré, mais Verratti quand même. C'est un joueur un peu emblématique du PSG parce qu'il incarne un peu toutes les valeurs qu'on aime bien, quoi. Enfin, Qui la classe, Verratti. Verratti, c'est noté. Ben, on va commencer tout de suite. Donc, au sommaire, retour sur la victoire contre Angers, 4-0. On fera un premier bilan de ce début de saison. Est-ce que le PSG est sur la bonne voie ou non? Et on reviendra sur l'interview de Tourelle à Beansport. On commence tout de suite par cette victoire contre Angers. C'était le troisième du championnat contre le premier. Un choc annoncé. 4-0. Les buts de Sarabia, Neymar, Icardi et Idriss Gueye. Est-ce que pour vous, ça a été une démonstration parisienne? Tiens, Drayas, commence. J'ai trouvé que c'était moins impressionnant, par exemple, que contre Lyon, alors que contre Lyon, on menait 1-0, parce qu'on a, mine de rien, en première mi-temps, subi beaucoup plus d'occasions. Notre milieu n'était pas assez présent au milieu. On avait beaucoup trop de joueurs qui se projetaient, et du coup, on offrait beaucoup d'espace dans le milieu. On a Neymar qui doit beaucoup redescendre en deuxième mi-temps, parce que en deuxième mi-temps, par contre, on retrouve un milieu, mais on a des problèmes de transition vers le milieu, vers l'attaque. Mais par contre, même s'il y a ces quelques bémols à mettre en avant, je trouve qu'on continue à dégager une impression de force qu'on développe maintenant depuis quelques matchs. Il y a juste Reims à mettre de côté, mais Reims, il faut prendre en compte que contre Reims, il y avait 7 changements dans le 11 titulaire. Et donc j'ai l'impression qu'on a vraiment trouvé ce qu'il faut pour battre 95% des équipes. Kata, ton avis? Moi j'ai trouvé quand même que le score était lourd. Je pense qu'on a marqué assez vite et que ça a un peu conditionné le reste du match. Alors par rapport au contenu du match, moi ma référence un peu sur ce début de saison, c'est le match contre Bordeaux, où là on n'avait vraiment rien laissé à l'adversaire. Alors c'est sûr on n'était pas aussi bien huilé offensivement et ça s'est vu, ça s'est reflété par le score. Mais par contre, c'était un match où on laissait rien, c'est-à-dire qu'on avait un gros contre-pressing et les Bordelais voyaient pas le jour. Là, on a quand même senti que Angers, ils arrivaient quand même à percer notre défense sur des contres et on a eu chaud sur quelques situations. Ouais, Et notamment face à face, à un moment où le mec est tout seul. Et il est tellement voilà. tout seul qu'il en perd ses moyens. À la 22e, ouais, où il croit qu'il est hors jeu, je sais plus quel joueur c'est, et puis Ouais. bon. Mais Mais c'est vrai que marquer très tôt dans ce match, ça faisait longtemps. C'est vrai qu'on marquait plutôt en fin de match. Et c'est Mais, sûr que ça change la donne contre ces genres d'équipes. Derrière, tu peux plus se dérouler. Ce qu'on voyait notamment la deuxième année sous Neuil, où souvent c'était le cas. ça oui, mais paradoxalement, on peut constater qu'on a quand même eu tous les problèmes qu'on est en train de décrire, ils sont vraiment intervenus en première mi-temps. Ouais. Et en deuxième mi-temps, on a eu d'autres problèmes. Mais ces problèmes-là, en tout cas, ils ont été résolus. Il y avait trop de laisser-aller au niveau justement du contre-pressing que tu étais en train de mettre en avant avec des milieux qui étaient placés trop haut. Il y avait déjà, par exemple, il y avait l'aile qui n'était pas couverte avec Gay qui a changé d'aile à la pause pour mieux couvrir l'aile. Et il y a eu un peu de laisser-aller. Et je trouve que la maestria que tu as vue contre Bordeaux, on l'a vraiment retrouvée par contre en deuxième mi-temps. enfin, la Maestria, c'était moins flamboyant que contre Angers parce qu'il n'y avait pas les buts, mais c'est sûr Ouais, non, qu'on était plus compact, quoi. en deuxième mi-temps, on a retrouvé cette compacité, Ouais, justement, c'est ce on que l'a je veux retrouvé dire. un peu plus. Mais comme tu dis, on l'a retrouvé peut-être avec un Paredes aussi qui s'est un peu réveillé, qui a réussi à faire des interventions un peu plus hautes, quelquefois, et avec, comme tu l'as bien souligné, avec Gay qui couvrait un peu plus Neymar. Ouais. Et puis après, c'est Sur vrai, le, sur le côté gauche. c'est Ça, difficile. c'est un début d'explication aussi. Et puis, il y a aussi l'aspect mental, c'est-à-dire que Angers s'est pris un coup sur la tête, quoi. C'est sûr. Après, tu avais aussi un Mais, milieu inédit, Herrera qui découvrait le poste d'arrière droit, donc ça demande aussi un peu
Un peu de mise en place. Justement, mais je trouve qu'il y avait quand même un peu de laisser-aller en première mi-temps, tu vois. Enfin, justement, tu dis le mot mental, je sais pas si on revient dessus après, c'est pour ça que j'ai un peu peur de trop m'avancer, mais je trouve que justement, en première mi-temps, il y avait un petit peu de laisser-aller, une petite prise de confiance, ou en mode, bon, bah, c'est bon, on sait faire, on n'a pas besoin de revenir à nos fondamentaux, et il a fallu y revenir en deuxième mi-temps. Ça s'explique par les changements de joueurs, mais même tu vois, c'est vrai que Paredes, sa première mi-temps et sa deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit, mais ça s'explique aussi, il y a eu une prise de conscience collective, et d'une manière générale, le collectif s'est mis à jouer beaucoup plus en bloc. Il y avait beaucoup moins d'espace entre les lignes qu'on a pu le voir en première mi-temps. Il y avait vraiment, vraiment une différence, et je pense qu'au niveau mental, il y a eu un laisser-aller, et qui a été repris, à mon avis, justement par l'encadrement à la mi-temps. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on s'est créé des occasions assez rapidement, assez facilement, et du coup, ce petit relâchement, on se dit, on y arrive, on va y arriver. C'est possible. Après, je pense aussi que c'est le jeu qu'on est en train de faire, qui est un jeu qui est essentiellement basé sur le contre-pressing. Enfin, faut dire ce qui est. En termes de création de jeu, on n'est pas si fort que ça. On n'est pas si fort que ça. On se repose beaucoup sur les individualités. Et c'est un jeu qui a une grosse exigence au niveau de la concentration, au niveau de et c'est possible d'avoir des petites périodes où tu te relâches. Ça me choque pas. T'es d'accord là-dessus, Kata? Non, mais je voulais juste revenir sur le fait qu'on se crée pas d'occasion. Enfin, on se crée des occasions quand même parce qu'on a un bloc haut, on fait des récupérations hautes. Après, c'est moins léché que ce qu'on pouvait voir sous Blanc, avec une circulation de balles léchées et tout, mais on se crée quand même des occasions, mais on est plus en mode rouleau compresseur que un jeu huilé type Barça, quoi. On est plus sur du Chelsea époque Mourinho, où là on récupère des ballons assez hauts. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, si tu veux, en termes de chiffres, en nombre d'occasions, on n'est pas si haut que ça. Tu faisais référence à Bordeaux. Faut regarder le match contre Bordeaux. On a pas mal d'occasions, mais on n'est pas dans des matchs de folie comme tu pouvais en avoir certaines équipes qui sont très offensives. Tu prends les stades de City en termes de nombre d'occasions, c'est infiniment plus grand, alors que sous Emery, on avait beaucoup plus d'occasions. Sur les matchs comme cela. Ouais, après là on a beaucoup de blessés, on a des joueurs qui physiquement qui sont pas au top. Je pense à Icardi, à Neymar, on sent bien qu'au niveau de la mobilité ils sont pas au top. Ça c'est sûr. Bon, ça on va en revenir sur les perfs individuels. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Angers, donc, qui était une équipe sur le podium? Est-ce qu'ils vous ont déçu? Est-ce qu'ils ont fait du Angers? Tiens, Seb. Bah, je pense sincèrement que c'est difficile. Enfin, c'est pour une équipe moyenne ou pour une équipe mal organisée, c'est très difficile de nous jouer en fait. Donc j'aurais tendance à pas trop leur tirer dessus. Ils se sont retrouvés face à une équipe qui, déjà, comme on a dit, qui a marqué très vite dans le jeu. Donc on s'est vraiment facilité la tâche. Ensuite de ça, ils ont bien essayé, et puis après ils sont arrivés. Enfin, on a vu Damien Degord, ouais, c'est ça, qui faisait sur l'équipe qui disait quelque chose comme les équipes doivent défendre contre le PSG. Amiens, quand il va comme Angers, c'est pas Amiens d'ailleurs. Tu vas comme Angers, tu vas au casse-pipe. Je suis pas sûr parce que des équipes défensives, on a vu, c'était Lyon, ils faisaient rien et on a quand même réussi à gagner. Et non, j'ai l'impression qu'ils ont fait leur jeu, mais ils sont tombés sur une équipe qui offre une cohérence qui est assez nouvelle. Donc, pas trop d'avis sur leur performance. Moi sur Angers, Angers, moi j'ai trouvé qu'ils étaient plus ambitieux dans le jeu que toutes les équipes qu'on a croisées, y compris Lyon, mais de très loin. Après, il leur manque pas beaucoup de choses. Ils ont manqué de réalisme. Ils ont eu des grosses occasions, des grosses situations, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le joueur angevin qui est étonné de se retrouver en face de Navas. S'ils avaient été un peu plus réalistes, il y aurait eu peut-être un autre scénario. Alors, imaginons, là c'est un peu du foot fiction, mais s'ils avaient marqué assez tôt dans la partie, on aurait pu avoir un match autrement plus compliqué. Ils seraient repartis en mode plus bloc bas et on aurait peut-être eu des difficultés. C'est possible. Après là, on est un peu dans la fiction, jamais. Mais bon. Bon, on va passer au-delà de Angers. Le fait de voir ce genre d'équipe, Nantes deuxième, Angers troisième, Bordeaux qu'on avait largement dominé, qui est quatrième, et les gros qui sont en difficulté. Est-ce que ça vous inquiète sur le niveau de la Ligue 1? Est-ce que la Ligue 1 pour vous est d'un niveau très faible? Kata, vas-y. En fait, on est assez déçu de la Ligue 1 parce que la Ligue 1, on s'attendait à un Lyon qui serait flamboyant avec un entraîneur brésilien qui a joué au Barça, il me semble, Silvino. Moi, ça me vendait un peu du rêve. Naïvement, je pensais que
on allait voir vraiment un Lyon assez sérieux, assez flamboyant. Et là, en fait, c'est tout le contraire. Et c'est très décevant pour la Ligue 1 parce qu'on attend des équipes comme ça qui soient un peu à la lutte contre nous. Et c'est ça qui fait la beauté du championnat. C'est ça qui fait la beauté d'un championnat. On le voit avec l'Italie, avec l'Inter et la Juve qui se sont affrontés ce week-end. On a vu un très beau match. Et nous, on n'a pas l'équivalent en Ligue 1. Et c'est un peu triste. Et en Allemagne aussi, où tu as 6 équipes à 2 points de moyenne par match déjà au bout de 8 journées. C'est assez marrant ce qui se passe. Tu as vraiment 6 équipes qui se tiennent en 1 point. Ça peut être intéressant là-bas. Seb, ton avis, toi? Moi, je pense que la Ligue 1, elle est dans une saison de transition. Il y a Lyon qui était Lyon et qui a essayé quelque chose de nouveau, qui est en train de se ramasser les pieds dans le tapis. Tu as Nice qui est en construction et qui ne s'est pas encore construit. Il y a Marseille, je ne sais plus si on peut les compter maintenant, même si à l'arrivée, il y a des gros espoirs qu'ils ont placés dans Marseille, mais ils font un peu du surplace en championnat, malgré les gros espoirs qui ont été placés récemment. C'est autant d'équipes qui peut-être sont en phase de déconstruction, reconstruction ou reconstruction tout court pour Nice qui je pense que c'est juste que c'est une année où il y a les choses qui se mélangent qui font que c'est une année qui est un petit peu moins. Alors c'est sûr que si on compare, par contre, si tu commences à te lancer, Kata, dans les comparaisons avec l'Italie, la Ligue 1, on est loin et c'est pas demain qu'on va y arriver. Il va falloir plusieurs années pour qu'on arrive à ce niveau-là. C'est un niveau extraordinaire. L'Angleterre, pareil. Bon, l'Espagne, moi, j'ai jamais aimé l'Espagne, mais voilà. Mais après, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à noter. C'est à faire la comparaison. Alors, je ne sais plus si c'était la deuxième année de blanc ou la première année de blanc où les équipes venaient au parc limite en ouvrant les fesses. C'était la deuxième. La deuxième année de blann. Non, c'était la première, parce que la deuxième, justement, t'as Bilsa, t'as Lyon, et on reprend la tête qu'à la deuxième alors, journée, la première. Voilà, la première année où le championnat français cette année-là est ridicule. Et là, on n'a pas pour autant ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas des équipes qui viennent pour perdre à Paris. On a quand même des équipes qui arrivent avec des ambitions de jeu, des plans de jeu, etc. Alors, bon, après, on ne va pas parler de Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est... En croyant pouvoir... Voilà. Il y a une attitude qui est différente, et donc... Ouais, la Ligue 1 est particulièrement faible cette année, mais je pense qu'elle va pas elle va pas virer au ridicule comme elle a pu le faire sur la saison à laquelle je fais référence. Il y a un truc marrant, je suis allé voir beaucoup de réactions niçois. Les Niçois, ils n'en peuvent plus de Patrick Vieira. Je suis assez étonné. Moi, je le trouve plutôt pas mal dans le jeu. Ils trouvent qu'il n'y a pas de jeu depuis 2 ans. Ils sont assez catastrophés. Vous en pensez quoi, vous, de Vieira? Kata, t'en penses quoi de Nice? Moi, je suivis un peu Nice, mais d'assez loin. Mais bon, je trouve que, ils n'ont pas un effectif pour prétendre à plus. Il me semble qu'ils ont un problème d'avancante. Ils ont des tribunions, des créateurs comme Attal qui font des grosses différences, mais ils n'ont pas un finisseur. Ils avaient Balotelli, mais voilà. Ils n'ont pas l'effectif pour prétendre à mieux. Donc moi, j'ai du mal à comprendre comment ils puissent être aussi sévères vis-à-vis de Vieira. Non. Moi, j'ai vu un documentaire sur Vieira où tu sentais que le mec était cohérent. Après, je pense que c'est un jeune coach. Il a, comme Kata l'a dit très bien, il a un effectif. Et puis surtout, c'est un effectif qui est très jeune. Le pourcentage de jeunes dans ce club, le pourcentage de joueurs inexpérimentés dans ce club est juste hallucinant. Et typiquement, il a besoin de temps. Puis il faut pas oublier en plus qu'année dernière, Lille, il y a eu un mini cataclysme avec les dirigeants qui ont claqué la porte, puis finalement qui sont revenus, avec un nouvel actionnaire qui arrive. C'est un club qui est en plein chamboulement depuis 2-3 ans, qui a du mal à stabiliser les précédents actionnaires japonais, chinois d'ailleurs. Au début, on a cru que ça allait être cohérent, mais en fait, c'était Rivière qui était cohérent et eux, ils sont avérés un petit peu décevants. Et je pense que c'est un coach, ce serait dommage de lui fermer la porte. Je pense que c'est un coach qui typiquement a besoin de temps et qui, avec ce qu'il a à disposition, arrive à faire des trucs qui, mine de rien, sont pas mal. Puis tu as eu le processus de Vandineos qui s'est fini très tard, donc les recrues qui sont arrivés début septembre. Le bordel, c'est pas simple, c'est pas si simple que ça pour un coach. On espère que ça peut être un projet et que Nice puisse devenir une espèce de locomotive de la Ligue 1. C'est vrai qu'on en manque. Alors, on va passer par... vas-y, Kata, pardon. Je voulais juste par rapport au championnat d'Italie, Draies, il disait qu'on était loin. Moi, je trouve qu'on n'est pas si loin, mais ce qui fait la différence pour faire un peu le lien avec Patrick Vieira, c'est que en Italie, ils ont des coachs qui sont compétents. Ils ont des grands coachs. Nous, en Ligue 1, on manque de grands coachs. Et ça se voit tout de suite. On a eu une période ça se voit tout de suite par rapport au niveau. C'est vrai que l'année où on finit de la Ligue 1, t'avais Favre, t'avais tout ça, et justement, ça avait tiré la Ligue 1 vers l'autre. T'avais Ranieri à Nantes. Et c'est vrai que de nouveau. Exactement.
Ginterog, t'as pas de. Il y a aussi des joueurs, il y a plus d'équipes qui sont en haut, qui fait que ça se tire plus la bourre. Enfin, tu vois, Juve Inter, t'as pas l'équivalent en France, et t'es loin d'avoir l'équivalent en France. Non, mais je suis d'accord, mais Vraiment. pourrait avoir l'équivalent. Enfin, Lyon, tu vois, par rapport à l'Inter, l'Inter, c'est pas non plus ces dernières saisons, c'est pas non plus extraordinaire. Je veux dire, Lyon, moi, je pense, peut être au niveau de l'Inter. Enfin, au niveau budget, je pense je pense même que Lyon a peut-être un meilleur budget que l'Inter, parce qu'il y a le fair play financier qui joue aussi. Après, Même si l'actionnaire de l'Inter est assez riche, mais il est quand même limité par le fair play financier. Je pense même pas que Lyon ait un plus petit budget que l'Inter. Lyon, depuis sa grande époque, c'est une équipe qui tout saute hein, quand même. Hein. Il y a eu les années Puel, il y a eu les années Genesio. Après, on va pas faire un débat pendant 10 ans là-dessus, mais je trouve que c'est une équipe qui a du mal à trouver sa cohérence. Il y a eu pendant longtemps, et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus, il y a eu pendant longtemps l'idée d'un espèce de projet Dortmund avec Lyon qui se vendait comme le deuxième qui allait se construire de manière cohérente par opposition avec l'argent avec Paris. T'as Marseille aussi qui nous a joué cette carte du projet Dortmund, et je voulais revenir là-dessus. Nice, qui est peut-être le seul qui a un projet qui peut peut-être ressembler au projet Dortmund, mais ça fait un moment. Ça fait un moment que Lyon n'a pas. Enfin, tu parles de l'Inter. Oui, l'Inter, c'était un jeu qui était limité sur les précédentes années. Ça commence à changer avec Conte maintenant, mais ça restait une équipe qui était redoutable en contre, qui avait une cohérence et d'une manière générale, tu vois. Enfin, on pourrait mettre les meilleurs coachs. Il y a un manque de culture tactique et je dirais même de culture foot en France. C'est dans la culture même du championnat où en France, on est dans un déficit. Il y a tout, après, on peut même étendre. Il y a tout ce rapport au sport qui est en France, qui est très particulier, ou en France particulièrement, on va regarder le foot comme un truc de beauf, etc., alors que c'est pas le cas dans aucun club européen. Et je pense qu'il y a des Je suis d'accord avec toi, Drayas, mais quand même, on peut pas négliger le fait que on a un vivier quand même de joueurs en France qui est quand même un des meilleurs d'Europe. Bien sûr, mais on sait pas les faire grandir. On sait Voilà, pas les faire grandir et ses meilleurs joueurs, la majorité du temps, ils grandissent où? Ils grandissent à l'étranger, quoi. non, mais on a quand même un vivier. Il nous manque, l'étape intermédiaire, quoi, des coachs, des grands coachs. Et Lyon doit commencer à prendre un grand coach. Et là, c'est d'actualité, là. Alors, on sort complètement, mais tu vois, tu parles du vivier et tout, mais ouais, le vivier est là, mais il y a un manque de cohérence au niveau de la détection, il y a un manque de cohérence au niveau de la formation. On est toujours emprunté dans cette formation, on n'a toujours pas défini un peu une formation à la française comme il peut y en avoir en Italie. En Italie, c'est clairement la tactique, en Espagne, c'est clairement le jeu, en Angleterre, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en France, on ne sait pas, on est toujours perdu dans cette espèce de truc. Est-ce qu'il faut être physique avec des grands blacks costauds ou est-ce qu'il faut qu'on joue chatoyant? On s'est pas défini, en fait, il n'y a pas d'ADN de la formation française, il n'y a pas de cohérence à ce niveau-là. Et ouais, ce vivier, c'est vrai qu'il existe, mais enfin, quand on tu vois, enfin, je veux dire, pour quelques stars françaises qui sortent, t'en as combien qui arrivent en Italie? T'as combien d'Italiens qui, enfin, je trouve que le niveau moyen haut, tu vois, notre niveau moyen haut, j'ai l'impression que c'est des individus. C'est des individualités, des mecs qui savent vachement bien faire mumuse avec un ballon, mais quand il s'agit d'être tactique sur un terrain de foot, ils sont complètement perdus. Tu peux le retrouver avec le super qui est comme ça, c'est Dembélé qui est au Barça à l'heure actuelle, qui commence à apprendre, mais c'est vraiment l'archétype en fait du joueur français moderne. Alors que quand tu vas les retrouver en Italie, que tu vas les retrouver en Espagne, etc., les gamins, ils ont une cohérence bien plus importante au niveau de la tactique et tout, et c'est tout l'encadrement avant même les coachs qui pose problème, j'ai l'impression, moi, en France. Peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet. Après, Ousmane Dembélé, enfin, je pense que c'est un extraterrestre, quoi. Enfin, c'est le type de joueur qui est hors catégorie, quoi. Mais qui a des soucis à intégrer la tactique, et justement, Oui, c'est non, méga. lui, je pense qu'il a un problème mental. Enfin, je pense qu'il est déconnecté, quoi. On est face à un joueur un peu Mais j'ai l'impression que c'est déconnecté, quoi. l'archétype du cadre en France, quoi. C'est l'archétype. Euh, Et c'est pas ces joueurs-là que tu vas pouvoir construire des équipes. En fait, c'est le manque d'un projet global. L'Italie s'était complètement restructurée après des années difficiles et depuis 4 ans, c'est le championnat où il y a le plus de buts. Ils ont tout reformaté. Bon, après, on s'éloigne vraiment de Paris. Là, hein. C'est pas si grave. ouais, je pense qu'on s'éloigne du sujet. Oui, c'est pas si grave.
On va se concentrer sur Paris sur le match sur on parle individuel. Si vous m'avez suivi jusque-là, on y retourne. On va commencer par la défense. Donc, il y avait Kimpembe qui enchaînait un second match. On a eu notamment Herrera dans un poste de latéral droit inédit. Vous avez pensé quoi de cette défense? Vas-y, Darius. Ouais, enfin, très bien. Très bien. Kimpembe qui m'inquiète un tout petit peu parce que c'est le Kimpembe avec. C'est peut-être son plus mauvais match d'ailleurs, Kim. Mais d'une manière générale, la défense, il y a pas, je pense pas qu'il y ait vraiment des choses à dire. Il faut noter la performance d'Herrera au poste de latéral qui a offert une performance tout à fait cohérente alors que c'est pas son poste. Mais sinon, Silva qui est toujours qui sort toujours qui est sur un début d'année qui est peut-être pour moi son meilleur au Paris Saint-Germain. Et ouais, Kim qui est un petit peu inquiétant, mais Kim c'est toujours comme ça. C'est à la fois un très grand joueur comme un joueur qui peut avoir ses sautes de concentration et des fois une espèce de prise de confiance qui fait qu'il se met à déjouer. Mais voilà, ça va être à lui de gérer et de grandir par rapport à ça. Mais je sais pas à la défense où je mettrais des flops, etc. Tu es d'accord avec cette analyse, Kata? Ouais, Kim, le pauvre, le pauvre. C'était la première fois où il enchaînait deux matchs. Et Ouais. bon, on l'a vu en difficulté, hein, mais c'est les mêmes difficultés qu'il a toujours eu. C'est un défenseur, moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve qu'il est lent. C'est un défenseur lent. Il est vif, mais pour couvrir des espaces, il y arrive pas. Il s'est fait prendre plusieurs fois. Et je pense que c'est un défenseur qui aura toujours ce problème-là. Après, des fois, il a aussi des problèmes de lecture des trajectoires. Donc des fois, quand il est plus concentré, ça se voit un peu moins, mais je pense que c'est vraiment Justement, intrinsèque à lui. Je pense qu'il moi j'ai l'impression que c'est plus au niveau mental parce que, comme tu le dis très bien, quand il est plus concentré, ça se voit beaucoup moins. Et il nous a sorti, y compris cette année, hein, ouais, ouais. des matchs où justement ça se voyait pas du tout. Le propre quand tu es un joueur de foot professionnel, c'est quand même d'être concentré de la première à la 90e minute quand tu es sur le terrain. Et c'est vraiment au niveau mental. Alors à la fois, c'est le paradoxe, c'est ce joueur, c'est à la fois il a un mental de guerrier, on a pu le voir à certaines reprises, sur certaines de ses interventions, c'est vraiment un guerrier, c'est vraiment une âme de guerrier, etc. Enfin, le mot guerrier maintenant pose problème parce qu'il induit tout un tas de choses. Là, je le dis d'une manière positive. Et en même temps, j'ai l'impression que des fois, il prend la confiance. Et quand il prend la confiance, justement, il a ces grosses autoconcentrations où effectivement, il laisse partir des joueurs dans son dos. Il est en retard sur les interventions. Il va essayer des fois de rechercher la fausse facile un peu à la David Luiz, sauf qu'il le fait un peu trop. Il est moins présent dans les relances, il est moins présent dans le fait d'accompagner le ballon. Mais j'ai pas l'impression que c'est un déficit physique. J'ai plus vraiment l'impression, moi, que c'est un déficit mental. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Basto, mais enfin, moi, j'ai toujours remarqué que c'était un défenseur central qui était lent, à ne pas confondre avec vif, parce que sur les petits appuis, il est toujours assez vif, hein. On l'a vu, son match référence contre Messi, on a bien vu que sur les petits appuis, il y arrive bien, mais quand il faut corriger des gros espaces, on voit que même contre des joueurs lambda de Ligue 1, il se fait bouffer. Et ça a toujours été le cas. Et en fait, sa seule solution, c'est vraiment de couper à la source. C'est pour ça qu'on le voit, il jaillit souvent avant que le joueur touche la balle ou quand il est retourné. Et ça lui avait joué des tours, notamment l'année dernière contre Ndombele, parce que Ndombele l'avait mis dans le vent et il lui avait fait un tacle assez violent au match aller de la saison dernière. Vous l'avez Et pris il s'était pris 5 matchs de suspension. Mais tu vois, il est obligé de prendre ce risque-là parce qu'il sait que si le défenseur part, bye bye, il le revoit plus en fait. Je sais pas s'il est lent parce que quand il fait ses prises d'espace, balle au pied, il arrive à prendre de vitesse ses adversaires. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui défend toujours avec son joueur qui est face à lui. Dès que le joueur est de dos, il arrive très peu à C'est fini, récupérer, hein. C'est ses fini, hein. c'est vrai. Si tu compares par exemple à Varane, Varane pourra repêcher même un Aubameyang ou un défenseur très rapide. Kipembe, s'il est parti, c'est fini, quoi. Ouais, mais par contre, quand Kimpembe te fait des matchs où il est vraiment concentré, il a anticipé, c'est-à-dire qu'il s'est placé par rapport à ça et il se fait pas prendre dans son dos, quoi. Il y a des matchs Ouais, où ouais. il peut se faire prendre dans son dos et ça lui arrive pas, en fait. Mais Parce si que, tu veux, il a pas cette marge d'erreur là. ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu Je vois vois? ce que tu veux dire, mais après, si jamais il est, enfin, peut-être qu'il devrait être plus concentré qu'un autre, mais je pense qu'il a les capacités pour pouvoir s'imposer si jamais il arrive à résoudre ce problème de concentration. Après, peut-être que tu as raison, peut-être qu'il y aura toujours cette limite. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des matchs, alors avec ma mémoire, je suis pas capable de les sortir,
mais des matchs où il était face à des attaquants, des attaquants rapides, et les attaquants rapides n'ont pas pu exister. Pourquoi? Parce qu'il se plaçait bien, parce qu'il anticipait, et qu'il offrait une concentration tous les instants. Mais après, peut-être que tu as raison, hein, mais il est d'autant plus aidé qu'on a des lignes qui sont resserrées, que tout le monde est concentré autour de lui et qu'il y a un contexte un peu de match de haut niveau, ça l'aide aussi beaucoup. Mais malheureusement, j'ai l'impression que quand il est un peu livré à lui-même dans un duel à la course, on l'a vu au niveau international, ça paye cash. Hein. Et au niveau international, il a eu beaucoup de mal aussi en équipe de France vis-à-vis de ça. C'est vrai qu'il a plus de mal. Ouais. On verra par la suite. On va passer au milieu, donc avec l'inamovible duel Marco Gay. Et il y avait aussi Paredes. Est-ce que vous avez trouvé que Paredes a fait un match satisfaisant? Tiens, Kata, vas-y. Moi, Paredes, j'en pense le plus grand mal. Hein. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure en début de match sur le fait que les Angevins ont eu des situations dès le début du match et qu'on n'a pas su gérer ce contre-pressing, moi je l'explique par le fait qu'on remplace Marquinhos par Paredes. Marquinhos, c'est tout le contraire dans cet aspect-là de Paredes. C'est-à-dire que là où on a un Marquinhos qui lui va compenser tous les espaces, va corriger, Paredes va être très laxiste par un manque de mobilité. Et ça s'est vu tout de suite en première mi-temps. Est-ce que tu as vu un peu de mieux quand même par rapport à ces dernières perfs? Oui, on a vu du mieux. Et ça, c'est une remarque globale par rapport à tous les joueurs qui étaient en difficulté la saison dernière. Ils ont été un peu repêchés mentalement. On sent qu'il y a des joueurs qui maintenant se sentent plus impliqués dans le projet PSG. On le voit même avec Choupo. Choupo, il a fait quand même un début de saison. On a pu compter sur lui. On l'a vu avec Meunier qui a quand même repris du poil de la bête alors qu'il était au fond du trou. Kurzawa, pareil. Et là, Paredes, on a eu Paredes et Sarabia. Dans cette liste. Tu t'emballes. Pour Kurz, tu t'emballes vraiment. Mais... Non, mais quand je veux dire je veux pas dire que c'est parfait. Je veux dire que on les sent un peu mieux dans le groupe. Ils ont retrouvé une légitimité dans le groupe. Ils sont plus, ils se sentent un peu plus importants dans le groupe, un peu plus joueurs de foot, quoi. Alors que Paredes, il était un peu au fond du trou. Ça, c'est clair. Seb, toi, ton avis sur le match de Paredes? Faut vraiment le découper en deux mi-temps. Tu as une première mi-temps où il est absent et il y a une deuxième mi-temps où d'une manière générale, l'équipe est bien mieux organisée et c'est plus facile pour lui. Et à partir du moment où c'est plus facile pour lui parce qu'il y a moins d'espace à couvrir et moins de trous dans le milieu, voilà. Mais c'est là où je suis pas du tout d'accord avec ce que vient. Enfin, pas du tout. Je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Kata. C'est la première mi-temps. Ça s'explique pas seulement par Paredes. Ça s'explique aussi par des milieux. D'une manière générale, c'est le milieu en fait qui est à mettre en cause sur cette première mi-temps avec trop d'espace entre les lignes, des placements qui étaient très mauvais. Pour moi, Gay est pas bien. Oui, non, mais si tu veux. Laisse finir Seb. Après, vas-y, tu réagiras sur Marco Gay. Vas-y. Tu vois, pour moi, mettre ça sur Paredes, non, on peut mettre ça sur Paredes, mais on peut aussi dans ce cas-là, on met la deuxième mi-temps, c'est pas Paredes qui explique le fait qu'il joue mieux en deuxième mi-temps, c'est pas lui seul, c'est l'équipe qui joue mieux d'une manière générale, et peut-être qu'en première mi-temps, on n'était pas en train d'offrir des conditions pour que Paredes soit bon. Alors après, moi, je vais pas aller sauver Paredes dans le sens, c'est pas un joueur, c'est un joueur que j'aime bien, mais je pense que c'est juste une erreur de casting formidable par rapport à Paris. Il n'a rien à faire dans ce club. Ce serait bien mieux pour lui d'être dans plein de clubs. Mais donc, c'est pas pour prendre la défense de Paredes, mais la première mi-temps, c'est le milieu qui est à mettre en cause. C'est le milieu qui est à mettre en cause et Paredes est l'élément qui apparaît en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est le milieu le plus bas et donc c'est celui qui se retrouve à devoir essayer de faire des courses pour compenser. Mais je pense que s'il y avait eu Marquinhos, oui, il aurait fait quelques courses, mais il aurait aussi été un petit peu débordé par moment parce que le reste du milieu n'était pas assez cohérent, quoi. Et du coup, ton avis sur Gay Verratti, individuellement, pas collectivement? Gay, il est bien. Enfin, Gay en deuxième mi-temps est bien plus utile, notamment quand il est en soutien de Neymar, et tu arrives à comprendre pourquoi il se retrouve à jouer aussi haut. En première mi-temps, c'est beaucoup plus discutable son placement. Il est placé trop haut, ça part dans son dos, quasiment, de la dixième à la 40e minute. Et son placement en première mi-temps, pour moi, il est pas bon. Alors, est-ce que c'est le placement que Gay a voulu faire en étant sur le terrain ou est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Ça, je ne sais pas et je prétends pas et je mets pas ça forcément sur le joueur. Mais son placement en première n'est pas du tout satisfaisant. Sur Marco, pour moi, a fait un bon match et j'avais un peu l'impression en première mi-temps, justement, que c'était le seul milieu et qu'il était dépassé parce que c'était le seul.
Kata, ton avis sur le duo Gay-Verratti sur ce match? Oui, enfin, mon avis sur le milieu d'abord, enfin, c'est juste ce que dit Drayas, on est d'accord. C'est sûr que le problème est collectif, c'est pas que Paredes qu'il faut stigmatiser, le pauvre. Mais c'est vrai que quand t'es Verratti et que t'es Gay et que t'as l'habitude de jouer avec Marquinhos, t'as moins tendance à surveiller derrière ton dos parce que tu te dis, ah bah t'as les mine de rien, il y a des automatismes qui commencent à se créer. Tu te dis bon bah avec Marquinhos derrière c'est tranquille et avec Paredes c'est moins le cas. Et c'est vrai qu'on a vu bah, justement Gay qui se projetait beaucoup. Après, Drayas dit que son placement n'était pas bon quand même. Son placement a permis quand même des actions de but. Enfin, moi je pense au but de Icardi, c'est bien en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et c'est en toute fin de première mi-temps. Ouais. Non, mais quand même, on voit qu'il apporte. Après, c'est vrai que à la mi-temps, je pense que Tuchel a dû faire des ajustements pour que bah, ce milieu-là à 3 puisse fonctionner. Et puis il y a aussi, on va y venir après, il y a le position de Neymar Ouais. qui a joué aussi. Mm. Mais alors juste sur Gay en première mi-temps, moi je suis pas en train de dire qu'il apporte rien offensivement, hein. Je suis en Oui, train de oui, dire oui. que j'ai d'abord envie qu'il assure un peu au milieu avant de se projeter et surtout quand il se projette, quand il était côté droit, il n'était pas en train de se projeter pour couvrir un attaquant qui allait moins défendre dans son dos. Et c'était plus se projeter uniquement pour l'apport offensif. Et je trouve qu'au niveau de l'apport offensif, on peut avoir pas mal de joueurs qui seront peut-être un petit peu plus utiles que Gay, alors que Gay, lui, il est formidable quand il est au milieu. Et quand tu disais, oui, bah, quand tu joues comme ça, quand il y a Marquinhos, etc., mais je pense qu'il y avait plus de laisser-aller justement dans le placement que sur les précédents matchs, indépendamment de Marquinhos. C'est-à-dire que même sur ce match, il y aurait eu Marquinhos, il serait retrouvé en galère parfois parce qu'il aurait vraiment été un peu seul, quoi. D'ailleurs, pour revenir sur ce que dit Seb sur Gay en seconde mi-temps, qui est mieux positionné, je suis d'accord. Il est mieux positionné et ça l'empêche pas non plus d'être à la retombée à la surface pour marquer le troisième but. Donc il peut se projeter, mais il le faisait de manière Mm. cohérente, je trouve, en seconde mi-temps. On va passer aux attaquants. Donc, j'ai deux questions à poser. Est-ce que Sarabia a enfin lancé sa saison et est-ce que pour vous, Neymar et Icardi sont-ils prêts ou pas tout à fait encore? Kata. Non, bah, on sent tout de suite que Neymar et Icardi sont pas du tout prêts, sont pas prêts. Mais après, c'est bien qu'ils jouent, ça leur donne confiance. Et c'est en jouant des matchs de compétition qu'ils vont arriver à un état de forme le plus optimal le plus rapidement possible. Il n'y a rien de mieux que la compétition. Après, c'est vrai qu'on sent que niveau mobilité, bah, Icardi, il a du mal à occuper cet espace qui est laissé en un peu 9,5 devant le trio au milieu. On sent qu'il a du mal à occuper cet espace et Neymar, on sent aussi que, je sais pas si c'est des consignes ou pas, mais on sent qu'il a du mal aussi à aller chercher le ballon haut comme il le faisait. Je pense que il a dû avoir des consignes pour essayer de s'économiser. Et non, on voit que les deux, ils ont pas leur mobilité au maximum. Pour en revenir à Sarabia, bah Sarabia, il retrouve confiance. Il sortait d'une série de matchs qui était un peu catastrophique dans l'utilisation du ballon, même si contre le Real Madrid, il avait été très intéressant et très précieux sans le ballon. Mais là, il retrouve confiance. Il retrouve confiance, il retrouve une place au PSG dans l'effectif. Et je pense que c'est de bon augure pour le groupe. Ok, Seb. Bah, pour Sarabia, bah, je trouve que Kata a tout dit. Ouais, puisqu'enfin avoir son match référence, il retrouve confiance après une période où il était vraiment en train de la perdre et c'est très bien. Pour Icardi, ben, là aussi, pour moi, Kata a tout dit. Enfin, faut pas oublier de préciser quand même qu'en première mi-temps, il y a des fois où il n'est pas servi, il aurait peut-être dû l'être. Et il a un jeu de haut but où il offre des solutions, il offre par son appui. En première mi-temps, il y a quelques occasions, enfin quelques situations où il est malgré tout utile, même si clairement il manque de forme, il manque de jus. Pour Neymar, là, il y a de quoi dire parce que à la fois c'est le top flop du match, Neymar. C'est le mec qui crée en permanence, qui crée tout. Puis c'est aussi le mec qui en fait un petit peu trop. Il a recommencé, il a fait deux roulades. Il était dans le dribble un peu systémique par moment en deuxième. On sentait vraiment qu'il voulait marquer son but. Il y a des choses il y a des choses un peu à redire et à redire sur ce match. Et après, il y a aussi à dire quelque chose d'intéressant qui est qu'en deuxième mi-temps, il s'est retrouvé beaucoup à venir chercher la balle parce que justement, comme on était un bloc, on offrait, et ça c'est notre problème du moment,
quand on offre un bloc cohérent, on a beaucoup de mal dans les transitions milieu-attaque et on a un attaquant qui est obligé de redescendre pour revenir la chercher. Et c'est quelque chose qui s'est reproduit et qu'on a vu, pendant cette deuxième mi-temps. Ok, c'est plutôt donc de bon augure pour nos attaquants. On va passer maintenant à un premier petit bilan de ce premier tiers de saison, premier quart de saison. Peut-être juste Basto, il y avait un positionnement intéressant de Neymar. Ouais. Je sais plus, quand Icardi sort, on voit que Neymar se joue en faux neuf. Ouais. Et ça, je pense, c'est assez intéressant pour la suite parce que lui, il a la mobilité, la technique pour jouer à ce poste-là en faux neuf, un peu comme le faisait Messi. Et ça peut être intéressant si on veut lancer des flèches, on veut un peu compléter ce milieu-là, parce que ce milieu-là, on sait très bien qu'il manque d'un 10, un profil un peu 10 qui joue entre les lignes. Et le fait d'avoir ce positionnement de Neymar un peu façon Messi ou même façon Zlatan, ça peut être intéressant pour certaines configurations de match en Ligue des Champions. Donc ça, c'est à surveiller, voir si il s'installe à ce poste ou pas, parce que c'est sûr que Icardi, il n'a pas une participation, mobilité fantastique pour justement compenser ce milieu-là. Et Neymar là. Par contre, il y aura un problème au niveau de la réception des centres. Et ça, je pense que ça sera une arme à utiliser mais sur au-delà de ça, certaines phases de jeu. Justement, quand tu parles de Neymar en faux neuf, c'est ce qu'on a vu. Mais tu as eu aussi le problème de Neymar qui est retrouvé à descendre très très bas. Et quand Neymar se retrouve à descendre très très bas, quand il est en faux neuf, il n'y a plus grand monde devant, et tu as vraiment des problématiques qui commencent à apparaître à ce niveau-là. Et ça fait rejaillir un souci qui est un souci qui reste d'actualité au Paris Saint-Germain, qui est le manque d'un relayeur en fait entre le milieu et l'attaque, d'un 8 qui est capable de à la fois apporter la balle, qui est capable d'apporter un surnombre devant. Gay le fait, mais Gay est trop imprécis dans le dernier tiers. Et je pense que on aura toujours cette frustration. Après, on va revenir dessus, je pense après, mais on aura toujours cette frustration quand on voit Paris d'avoir un milieu qui a du mal à toucher les attaquants. À partir du moment où on va offrir quelque chose de cohérent, on sera capable de contrer beaucoup d'équipes, mais pour ce qui est de la création des actions, tu as vraiment des problèmes. Et moi, je crois qu'à la fois, on devrait jouer avec un 9. Je connais tes réserves sur Icardi, je ne les partage pas. Je pense que ça peut être un 9 parfait, mais je pense aussi qu'on peut avoir Neymar, mais il faudrait que c'est pas à Neymar d'être le 8, il faudrait un joueur en plus qui sache trouver Neymar, parce que Neymar, quand il redescend trop bas, il y a un problème de surnombre qui se pose devant. Mais là, c'est pas c'est pas un 8, c'est un peu, si tu veux, si tu compares un peu au Real Madrid époque 2017, c'est un peu un placement à la Isco, tu vois, un peu une sorte de losange, un peu, tu vois, un peu entre un 10 losange et un faux 9. Et tu vois, s'il a des flèches comme Di Maria et Mbappé sur les côtés, ou même Cavani, hein. Cavani peut être intéressant aussi sur un côté à la réception des centres, parce qu'il a quand même une mobilité, il peut défendre sur un côté. Et je pense que Cavani, dans ce système-là, avec Neymar en 10, il a un rôle à jouer aussi. Donc à voir. Moi, j'ai pas de réserve sur Icardi, hein, mais c'est juste que là, il est un peu difficile à évaluer parce qu'il est pas en parfaite forme physique. Mais après, je doute pas de ses capacités de haut but. C'est plus dans son volume de jeu où j'ai des doutes. Mais... Par exemple, sur ce que tu étais en train de mettre en avant sur Cavani, les réceptions, il y a une chose. Alors, Icardi, ça n'a jamais été un joueur rapide. Cavani est beaucoup plus rapide que lui. Mais par contre, dans la science des appels, il est extraordinaire. Et donc, à la réception des centres, il t'offre en permanence une cible. Ça, tu le vois déjà. Alors, tu le vois pas assez, mais tu le vois déjà. Il a une qualité d'appel qui est fabuleuse. Et dans des situations où tu vas te retrouver avec des joueurs qui vont avoir besoin de trouver des attaquants en devant, de trouver des attaquants qui savent se démarquer, Icardi est peut-être un des meilleurs dans ce rôle-là à mes yeux. Et plus que... Vas-y, Kata. Non, c'était juste pour dire, en fait, nous, on est extrêmement chanceux parce qu'on a la chance d'avoir ces deux attaquants qui se rejoignent un peu sur ce profil de renard des surfaces. Et on a une large palette d'attaquants qui peut nous porter assez loin, quoi. On a beaucoup d'options. Tuchel a la chance d'avoir beaucoup d'options en attaque. On va pouvoir en parler dans ce premier bilan de la saison, justement, passons-y. Est-ce que pour vous, le PSG, au-delà du bilan sportif, qui est plutôt très bien, premier de Ligue 1, premier de poule en Ligue des Champions, est-ce que le PSG est sur la bonne voie, non pas dans les résultats, mais dans sa construction d'équipe? Seb, vas-y. À la fois clairement, mais clairement, pourquoi? Parce que il faut lire l'interview de Stéphane Moulin, elle dit tout ce qu'il y a à dire sur ce PSG à l'heure actuelle. C'est une équipe qui fait vraiment peur aux adversaires.
Pourquoi? Par la cohérence qu'elle propose. Pour moi, c'est la première fois qu'on est cohérent en fait depuis Carlo Ancelotti. Pour moi, les années blancs, il y avait une cohérence, mais c'est une cohérence qui me plaisait tellement pas que je vais pas l'appeler cohérence. Sous Emery, c'était une incohérence qui parfois était heureuse et très souvent porteuse. Mais là, il y a une vraie cohérence, il y a une vraie où les joueurs savent vraiment ce qu'ils ont à faire sur le terrain, savent vraiment se positionner les uns par rapport aux autres, et il y a plein de choses. Mais voilà, il y a tout ce que je viens d'exprimer. Il y a le fait que tout à l'heure, je disais qu'on était bien contre 95% des équipes, mais une fois qu'on va avoir des équipes qui vont être capables d'organiser un pressing tout-terrain de manière cohérente à la Liverpool, j'attends de voir ce que ça va donner et comment est-ce qu'on va pouvoir se créer des occasions. Et peut-être que l'année dernière, on a fait un match référence sans ballon. Je ne suis même pas sûr qu'avec cette organisation qu'on a là, on soit capable de reproduire ce qu'on a fait là, ce qu'on a pu faire l'année dernière, ou quand on va se retrouver avec des équipes comme City, avec des latéraux, des ailiers qui plongent derrière les latéraux. Comment est-ce qu'on va résoudre cette équation-là? Est-ce qu'on va commencer à placer des latéraux plus défensifs? Mais à ce moment-là, si on a des latéraux plus défensifs, déjà on a des problèmes de surnombre, des problèmes de sous-nombre devant. Si on a les latéraux qui commencent à moins apporter sur les ailes, comment est-ce qu'on va résoudre? Donc ouais, c'est sur la bonne voie, c'est bien mieux que depuis beaucoup de temps, à mes yeux. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. C'est pas l'effet d'un match, c'est pas un enthousiasme qui vient sur un match, sur une continuité de match, c'est quelque chose qui est en train de s'installer. Mais il y a toujours ce bug au niveau de la construction qui, je crois, contre les équipes plus fortes, pas forcément plus fortes que nous, mais contre les équipes du top tiers, je ne sais pas comment les appeler, les grosses équipes, pourrait s'avérer préjudiciable, les Bayern, etc., pourrait s'avérer préjudiciable par le manque de solutions qu'on aura dans ces cas-là. Tu as fait vite fait référence au match contre Liverpool l'année dernière au parc, quand tu parles, je pense, de la référence du match en ballon. Ça devait être celui-là, non? Ouais. Et est-ce que, justement, toi, tu avais été très enthousiasmé par la nouvelle animation qu'on avait pu voir sur ce match? Est-ce que là, tu as plus d'espoir, justement, que tu pouvais en avoir après ce match-là l'année dernière? En fait, l'année dernière, j'avais eu beaucoup d'espoir après ce match-là parce que j'avais vraiment trouvé ça cohérent. Mais là, j'ai plus d'espoir. Pourquoi? C'est pas après un match. La raison pour laquelle j'ai plus d'espoir, c'est juste par la répétition des matchs. C'est par l'apparition d'une cohérence. Et là-dessus, clairement, il y a eu un vrai gros pas en avant. Et toi, Kata, t'es d'accord? Est-ce que le PSG est en train de trouver une cohérence, selon toi? Le maître mot qui va avec cohérence, c'est équilibre. Et l'équilibre, il vient du fait que pour moi, on retrouve le milieu à 3. Et on retrouve 3 milieux, et 3 milieux d'un niveau élite, d'un niveau Ligue des Champions. Et ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que on est assez costaud avec ce milieu à 3. Et là où on avait pu battre quand même des équipes au forceps avec du panache comme Liverpool en poule, là on a on est un peu moins dans ce côté kamikaze et un peu plus sûr de nos forces au milieu. En fait, là on redevient maître du milieu, quoi. Et ça ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça parce que on n'avait pas l'effectif parce qu'on avait des blessures. Donc, cet équilibre, il est quand même pas mal et on se rapproche d'équipes un peu comme Liverpool avec 3 milieux qui jouent un peu derrière le ballon. Mais au final, c'est pas gênant parce qu'en Ligue des Champions, on arrivera toujours soit par le pressing ou soit par des contres assassins avec nos individualités devant à exister. Donc moi, je suis assez confiant. Le seul souci, c'est Verratti. Si Verratti se blesse, on n'a pas vraiment le profil pour le remplacer au milieu. Et là, ça peut devenir assez problématique. Si Gay se blesse, on n'a pas le profil pour le remplacer. Si Marquinhos se blesse, on n'a pas le profil pour remplacer. Herrera peut être dans ce profil. Après, moi, je pense que Herrera, pardon. Non, vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Je me dis quand même que si Gay se blesse, on a quand même Herrera. Alors, il y aura moins de volume, mais on est un peu dans le registre. Je me dis que si Marquinhos se blesse, on peut retrouver un Gay en 6. Et on n'aura pas les compensations au niveau duel aérien, même si Gay il donne pas sa part au chien quand même sur ses duels aériens. Mais c'est vraiment le profil créatif de Verratti qu'on n'a pas du tout. Alors la seule option, ça serait peut-être soit Sarabia ou soit Draxler. Mais au niveau personnalité, il faudrait qu'il monte sacrément en gamme. T'as pas envie que Marco Verratti joue un peu plus haut, justement, par rapport à ce que tu es en train d'exprimer?
Parce que ce qu'on peut constater sur les matchs, c'est que pour l'instant, c'est que Marco Verratti en moyenne est plus bas que Gay, beaucoup plus bas. Et que, enfin, pas tout le temps, mais Verratti, il y a plein de moments où Verratti joue au niveau de Marquinhos en fait. Et moi, d'une certaine manière, enfin ouais, si on avait un Marco Verratti qui avec ses capacités, qui était notre milieu le plus haut. Là, oui, effectivement, je serais comme toi, je serais rassuré pour la Ligue des Champions. Mais c'est pas ce qu'on voit. Et on se retrouve, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup depuis le début de la saison, c'est les ballons hauts. Et c'est très bien les ballons hauts, c'est très bien les transversales. Et d'ailleurs, je préfère celle de Marquinhos et celle de Marco Verratti, même si celles de Marco Verratti sont très intéressantes. C'est très bien. Mais le seul problème, c'est que quand ton jeu est basé que sur ça, bah, pour l'équipe adverse, c'est très facile de défendre. Et j'ai l'impression que avec le positionnement qu'a Marco Verratti, sa vraie création offensive, c'est des ballons hauts. Alors après, bien sûr, tu vas toujours pouvoir trouver des contre-exemples où 2-3 fois par match, il est effectivement dans les 30 mètres adverses et il arrive à trouver une autre passe, mais ça n'est que 2-3 fois par match. C'est-à-dire que même quand on a un milieu haut, même quand on presse haut, Marco Verratti n'est pas forcément assez haut pour t'offrir la garantie que tu es en train de mettre en avant. Et c'est vrai que c'est clairement notre profil créatif du milieu, mais du coup, on se retrouve avec un profil créatif qui joue plus bas que le profil qui n'est pas créatif. En fait, et c'est un petit peu un bug, ça, pour moi. Tu aimerais bien le voir comme quand Iniesta, par exemple, était à Barcelone, pouvait combiner petit espace. Voilà. Ça, oui, à la fois, et que ce soit par opposition, que ce soit Gay qui ait tendance à jouer un petit peu plus bas. Mais c'est le contraire qui se passe pour l'instant sur le terrain. Et ça se traduit par les fameux ballons hauts que tu vois à répétition en longueur de match. Vas-y, Kata, réponds. Ouais, si je peux répondre à ça. Après, je pense qu'on a un peu ce fantasme pas ce fantasme, mais ce modèle du milieu à la barcelonaise avec Busquets, Xavi, Iniesta. Après, moi, je pense qu'il faut quand même faire le deuil de Verratti qui a un profil à la Iniesta. Moi, je pense que c'est pas son profil. Emery a tenté contre Monaco, je sais pas si vous vous souvenez. Si, ça a été assez catastrophique. Ouais. Il a tenté, on n'a pas réussi. On a eu quand même le test avec le retour au Real où on a Mota, Verratti et Rabiot. Bon, il le prend pas cet espace-là, Verratti, naturellement. Et puis sur ce que disait Drayas par rapport à Gay, tu disais que Gay il est plus haut que Verratti, mais parfois Gay il est plus bas que Verratti. C'est-à-dire qu'en fait Gay pas en moyenne. Gay est quand même un cran pas en moyenne. Ouais, pas en moyenne. De temps en temps, mais pas en moyenne. Vraiment pas en moyenne. Mais si tu veux, on a envie de l'utiliser comme ça, Gay, parce que il cavale et il fait le pressing. Donc oui, c'est dans cette idée de contre-pressing et d'avoir un Gay très haut pour récupérer la balle. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que le profil, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien, c'est que le profil offensif soit un peu plus haut pour que notre relation entre le milieu et l'attaque soit de temps en temps basée sur les ballons hauts, mais pas autant que ça. Je vois ce que si tu veux, à part les exploits individuels, nos circuits de jeu. Il y a une fois, c'était un match, c'était pas contre où on a vraiment doublé sur les ailes et c'était contre Lyon. À Lyon, voilà. Où là, tout à coup, on avait vu, et ça c'est la seule fois où je l'ai vu sur la saison, on avait vu vraiment des ailes qui étaient vraiment renforcées et c'était très intéressant parce que offensivement, on pouvait passer par l'axe et par les ailes, mais c'est pas quelque chose qu'on voit se reproduire. Et je trouve que, mine de rien, à part les exploits individuels, qu'est-ce que tu vas voir? Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, il va y avoir des exceptions toujours, mais ça va être des ballons hauts contre lesquels il devient facile de défendre. Et le fait d'avoir ce milieu à capacité offensive qui serait un peu plus haut, te permettrait de ne pas avoir que ce ressort-là, de pouvoir plus facilement trouver les attaquants au pied. Ouais. Après, il n'y a pas que les ballons, il y a les interceptions hautes, il y a aussi, alors par rapport, je comprends tes réserves par rapport à un milieu où finalement tu as 3 joueurs qui jouent derrière la balle et t'as pas ce 8 un peu à la Iniesta. Après, par rapport à l'année dernière, quand même, on peut sortir du passé et parler de Savic. Ouais, oui, non, mais juste, tu vois, par rapport à l'année dernière, si tu veux, l'année dernière, on avait Cavani. Là, on a Icardi quand même, qui a un jeu de haut but qui est un peu plus performant. Donc, on a cette arme-là, si tu veux, pour combler cet espace un peu et pour lancer nos ailiers. Donc ça, c'est une solution. Et on a, comme on disait tout à l'heure, la possibilité de mettre Neymar en faux neuf. Et ça peut, tu vois, compléter ce puzzle de ce milieu que tu trouves, toi, un peu trop défensif. Alors, ça sacrifie un peu Neymar dans ce rôle de... surtout, t'enlèves un mec devant. C'est-à-dire que déjà, on est dans des sous-nombres offensifs et là, t'en enlèves un, quoi.
Oui, mais Tu l'enlèves pas. t'en enlèves un, mais tu complètes le puzzle et tu gardes cette force du milieu à 3, quoi. Oui. Mais du coup, tu es vraiment obligé de faire sur les ailes ce qu'on avait fait contre Lyon, parce que sinon, t'as vraiment plus assez de joueurs devant. T'es en sous-nombre constant. Après, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu le rappelais tout à l'heure, la solution, c'est les récupérations hautes aussi, grâce au contre-pressing qui te permettent de vite te projeter et de trouver des solutions. Mais mis à part ça, enfin, on sera. Ou sinon les exploits de Neymar. Mais mis à part ça et les exploits de Neymar, si on n'a pas les ailes qui commencent à vraiment être animées et vraiment apporter un surnombre offensif, si jamais tu as un Neymar qui devient plus reculé que ce qu'il est, tu auras vraiment un problème de sous-nombre devant en fait. Non, mais après, il faut, enfin, je veux dire, toutes les équipes ne jouent pas comme le Barça. Tu vois quand même Liverpool, malgré un plan de jeu un peu similaire, tu vois, avec trois milieux qui sont assez défensifs, ils ont quand même réussi à faire des résultats en Ligue des Champions. Et je pense qu'en Ligue des Champions, on aura quand même beaucoup plus d'espace qu'en Ligue 1. Bon, Donc, je pense que nos individualités feront des différences quand même. après, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette comparaison de ce milieu avec celui de Liverpool, mais Liverpool, ils ont quand même souvent un mec qui est Wijnaldum, qui est titulaire, qui est un ancien 10, qui va mettre ses 6-7 buts par saison. T'as Milner qui est capable de les mettre aussi. Et nous, on a quand même deux raiders qui sont globalement très peu décisifs dans cette zone de 30 mètres par rapport à ce que peut avoir Liverpool. Seb, toi, est-ce que tu penses que Attention, t'as raison? Gay a marqué un but ce week-end. Oui, Gay a marqué un but. En moyenne, il en met un. Voilà, Oui. j'ai du mal à nous comparer avec le milieu de Liverpool dans le sens où ce que nous, notre milieu de fait, Liverpool, là où l'équipe de Liverpool est admirable, c'est que c'est pas le milieu qui fait ça, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe qui joue comme ça, c'est toute l'équipe qui est dans le contre-pressing, c'est les attaquants qui sont dans le contre, c'est toute l'équipe qui joue de cette manière-là. Et dans le milieu de Liverpool, voilà, comme dit Basto, il y a Wijnaldum qui des fois joue au-dessus du ballon. Et c'est pas aussi, enfin, c'est vraiment le gegenpressing, mais c'est le gegenpressing appliqué partout, systématiquement, etc. Et nous, on n'en est pas là. Nous, on a le milieu qui joue comme ça. Mais on n'a pas forcément. De temps en temps, les latéraux montant. Je trouve qu'elle est prématurée, en fait, cette comparaison pour moi. Oui, non, mais on construit. Mais c'est-à-dire que sur le papier, quand tu vois les milieux de Liverpool, dans l'utilisation du ballon, c'est pas non plus, tu vois, flamboyant, quoi. Non, ça c'est vrai, ça c'est Tu vrai, vois. ça c'est vrai. Et Et puis, c'est vrai que c'est une équipe qui base beaucoup ses attaques sur le contre-pressing. et Et, c'est une équipe qui est plus mature que nous. et ils ont moins d'individus que nous devant. Ils ont moins d'individus Ah, non, ils ont capables de des faire costauds, différence. ils ont des costauds devant quand même. Oui, mais si tu compares à Firmino en Neymar, Foden, c'est peut-être le meilleur du monde. oui, mais si tu compares à Neymar, Ah oui. Neymar, Ouais. Mbappé Ouais, et Icardi. Sauf qu'à l'arrivée, Mané sera sûrement dans les deux au Ballon d'Or cette année. Mais bon, oui, non, bien sûr. non, mais l'attaque de Liverpool, c'est du lourd, quoi. Ah, c'est du lourd, C'est du lourd. Enfin, non, mais peut-être que c'est moins que, au niveau individuel, c'est moins que Neymar ou Mbappé. Mais quand tu regardes au niveau de Ligue des Champions, ils font quand même assez flipper, quoi. Ça, c'est oui, non, bien l'effet sûr. collectif qui fait que tout le monde est sublimé, etc. Non, Bon, mais individuellement, ils sont quand même. Tu vois, t'as un gaucher qui fait quand même assez mal avec Salah. bien sûr, toutes Sur les un côtés. poste d'arrière gauche qui est pas trop pourvu. Tu vois, même dans les grosses équipes, les arrières gauches qui défendent bien, qui sont capables de le contenir, ils sont pas très nombreux. Et Sadio Mané, il marche sur l'eau, donc ouais. Ouais, on verra bien si collectivement Paris arrive à reproduire ce modèle de gegenpressing avec tout un collectif et pas seulement le milieu impliqué. Donc le PSG sur la bonne voie selon vous. Est-ce que vous trouvez que le jeu est séduisant par contre, Darius? Je trouve que c'est un jeu efficace avec des résultats séduisants. Tout simplement. Mais non, toujours la même chose. On dégage une impression de cohérence qu'on avait plus depuis Ancelotti pour moi. Mais pour être séduisant, il nous manque un relais entre le milieu et l'attaque. Ok, Kata, toi, est-ce que le jeu te séduit? Le projet séduisant, enfin, on a retrouvé un milieu fort, comme je disais tout à l'heure, et on a plein d'options devant. On a plein d'options. On peut jouer avec deux pointes, avec Icardi Cavani, on peut jouer avec Neymar en faux neuf, on peut jouer avec Neymar côté gauche, Icardi. Enfin, on a plein d'options. Enfin, moi, je trouve que cette saison va être super intéressante au niveau de ce que pourra nous proposer Tuchel si, espérons qu'il n'y ait pas trop de blessés dans les moments importants. Mais sinon, Dans le jeu à proprement parler, est-ce que le jeu te séduit ou pas tant que ça? bah après c'est très subjectif. Bien sûr, c'est Nous, pour ça que je te demande ton avis. Toi, est-ce que le ouais. jeu te séduit? Après moi je m'en fous. Hein. Je veux juste qu'on gagne et après, moi je pense que, enfin moi je pense qu'on est dans un projet avec Neymar et Mbappé où là c'est un peu le baroud d'honneur.
Je pense que cette saison, si ça se passe très bien, ils seront peut-être plus là l'année prochaine. Si ça se passe mal, ils seront peut-être plus là l'année prochaine. Donc moi je me dis que là, on a peut-être un des meilleurs effectifs de notre histoire. Et je pense que moi j'aimerais bien qu'on aille au bout, quoi. Ou qu'on marque les esprits. Et c'est pour ça que moi cette saison, moi ce côté rouleau compresseur, il me plaît pas mal. Je pense que ça peut marcher en Ligue des Champions. Ok, on va passer maintenant aux surprises et déceptions de ce début de saison. Quelles sont les tiennes, Kata? Euh, Bon, surprise, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont surpris, qui retrouvent un niveau, ou que tu trouves que tu aimes bien, et est-ce que tu as des joueurs qui te déçoivent? moi je pense que celui qui nous a tous surpris, c'est Gay, hein, parce que je pense qu'on l'attendait pas du tout à ce niveau-là avec le ballon. Enfin, par rapport à ce qu'on en pensait, hein, même en hiver, on pensait que c'était un joueur très rugueux. On voyait déjà venir le nouveau Krikoviak. On pensait qu'il allait faire tâche dans ce milieu, et pas du tout. Il nous a époustouflé euh, au match contre le Real. Il est au niveau Ligue des Champions, et ça c'est un peu impressionnant avec le fait qu'il joue 8. Donc en fait, Tuchel, il a fait deux paris, il a fait Marquinhos 6 et Gay 8. Et ça, je pense qu'il y a personne qui aurait pu le prédire. Et ça marche. Donc, ouais, impressionné par Gay, par Tuchel et par tous les parias, entre guillemets, Meunier, Paredes, Kurzawa, qui retrouvent un peu des couleurs. Alors, c'est pas exceptionnel, mais on sent qu'ils retrouvent confiance et ça, c'est bon pour la suite. Et en déception, t'en as ou t'en as pas? Déception, j'avais Sarabia avant le match d'Angers, mais là il se relance bien. Ouais, même Galatasaray où il fait une passe D, où il commence à être un peu Ouais. plus. Déception, déception. La déception, c'est le fait de pas avoir les joueurs en forme tout de suite, parce que on veut voir du Icardi au top de sa forme, on veut voir Neymar aussi au top, mais on devra attendre. Mbappé aussi qui est blessé encore. Mbappé aussi. Mm. Cavani. Ouais, ok. Mais Seb, ça promet. ça promet. Seb, toi, tes surprises et déceptions. Ah, mais sur les entreprises, j'avais un peu les mêmes. Sauf que dans les pariages, enfin, j'aurais pas pensé à citer Kurzawa et j'aurais pas non plus cité Paredes. Meunier. Meunier, je l'aurais cité. Meunier, je l'aurais cité parce qu'il nous a fait une saison l'année dernière qui était, par son nom, dégueulasse. Et, là, il est en train de retrouver un niveau. Il y a encore des manquements défensifs, mais vraiment, c'est complètement autre chose qu'il nous propose cette année et c'est vraiment très, très, très intéressant. Paredes, il a fait juste une mi-temps qui était bien, donc avant ça, avant de voir ça, je vais attendre un petit peu avant d'en tirer conclusion. Et Kurzawa, il a fait un match où il était moins ridicule. Non, non, Enfin, mais ouais. ouais, mais après, c'était pas trop sur le niveau, c'était sur la confiance, Ouais, non, quoi, mais que oui, non, mais retrouvent bien sûr, certains mais joueurs. Kurzawa, il a fait des matchs où Ouais, on tu peut t'es, pas dire que c'est une enfin, bonne surprise tu non sais, il faisait plus, des quoi. passes en touche, oui, etc., Non, etc. non, Alors, non. ouais, il n'a pas fait de passe en touche, donc c'est bien. En même temps, quand moi je Euh, passais de 1 sur 20 à 6 sur 20 en contrôle de physique, mes parents ils prenaient ça pour une bonne surprise, hein. et la déception, mais là-dessus, j'ai bon espoir, c'est encore et toujours les blessures. C'est au-delà de l'état de forme, parce que l'état de forme, je l'accepte, ça met du temps, mais enfin, faut pas oublier qu'il y a 2 semaines, on avait, Choupo-Moting était notre seule solution en attaque, en fait. Voilà. Et on a eu un nombre de blessures, et on a eu par le passé un nombre de blessures. Alors là, le médecin a changé. J'ai l'impression qu'il y a plus la volonté de prendre du temps, quoique quand on regarde ce qui s'est passé avec Mbappé, ça contredit un petit peu ça. Mais d'une manière générale, l'impression c'est de donner plus de temps. Donc peut-être qu'il y a bon espoir qu'il y ait moins de blessures cette année. Mais il faut dire un truc, c'est qu'on a commencé la saison avec beaucoup, 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 beaucoup trop de blessés. Moi je vais mettre une autre surprise, enfin surprise, oui, si je vais mettre une autre surprise, ça va me permettre en plus de faire une transition sur la prochaine question. Je vais rajouter Thiago Silva dans les bonnes surprises de cette saison qui En fait effet. son meilleur début de saison pour moi depuis l'époque Carlo. On l'a dit dans les derniers podcasts, libéré par le poids que prend Marquinhos dans le leadership. Et il est vraiment très bien, que ce soit dans la prise d'initiative avec ballon, il en prend beaucoup plus, ou défensivement, il est parfait. Ça me permet d'enchaîner. Est-ce que malgré ses performances, est-ce qu'il faut prolonger Silva? Je pose la même question pour Cavani parce que d'après certaines rumeurs ces derniers jours,
on se dirigerait vers une non-prolongation des deux joueurs. Est-ce que pour vous, c'est le bon choix ou alors il faut les prolonger, Seb? Pour moi, c'est le bon choix, c'est d'attendre de voir comment ça évolue. C'est d'attendre de voir comment ça évolue. Silva, c'est vrai que j'y avais pas pensé à le mettre en bonne surprise, mais c'est vrai que c'est une excellente surprise, Silva, en ce début d'année. Il a toujours été bon défensivement, mais là, dans son utilisation du ballon, dans son placement, dans la manière de replacer sa défense, il y a vraiment une différence. Mais il y a toujours cette rumeur persistante du est-ce qu'il est capable, une fois que le niveau s'élève et une fois qu'on en vient au match décisif, d'être au niveau. Et là-dessus, il y a des doutes. Et donc, on verra. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un joueur de 35 ans. Donc, s'il lui restait 1 an de contrat, pourquoi pas. Mais le re-signer pour 2 ans, ça peut être peut-être un peu trop. Donc, je suis très content en fait, d'attendre. Et je pense que Cavani, c'est... je pense qu'on a recruté un joueur qui n'a pas tout à fait les mêmes qualités. Mais si on confirme Icardi, Cavani, on peut le laisser partir. Je pense qu'il n'y a aucune raison en fait de le prolonger. Toi, Kata, ton avis sur les prolongations de Cavani Silva, est-ce que tu es pour ou alors tu veux les laisser s'en aller tranquillement? C'est quoi les freins? Les freins, on le sait tous, c'est leur poids dans le vestiaire, leur statut et leur salaire. Le problème, c'est le salaire. C'est les deux qui prennent une grosse masse salariale. Et si on veut avoir une marge de manœuvre pour prolonger des Mbappé à prix d'or, ou des Neymar, ou autres Marquinhos, Bernat, enfin, des cadres un peu plus jeunes, et on peut pas donner de l'argent à tout le monde. Donc ça pose un problème. Après, moi, je pense que Thiago Silva, je pense que c'est notre meilleur défenseur central. Donc moi, je le garderais bien, encore un peu. Cavani, je pense que là, ça commence. Il a beaucoup de blessures, il commence à être moins important dans l'effectif, mais je pense qu'il peut avoir il peut avoir un intérêt cette saison. Il peut avoir un vrai rôle tactique cette saison, mais je pense que bon, vu son statut, vu son salaire, je pense que c'est bien de s'en débarrasser. Enfin, c'est un peu, enfin, De te dire merci de pour le laisser partir. moi, Silva, je suis un peu dans le côté. On disait souvent, ouais, Mota, mais en même temps, c'est le meilleur 6, donc c'est normal qu'il joue. Et à l'arrivée, je pense qu'on a perdu du temps à trouver un vrai successeur à Mota à force de continuer à ne pas recruter, un possible titulaire, un possible leader. Donc moi, je serais quand même pour anticiper et chercher le vrai futur leader dès maintenant, parce que ça se fait pas en 1 an déjà une charnière centrale, ça se fait en plusieurs années, donc il faudrait pas repousser le problème. On a vu qu'on a perdu du temps sur l'après-Mota, et j'ai peur qu'on perde du temps d'ailleurs sur l'après-Silva si on prend pas les choses en main. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec toi, Basto. Paris est une équipe qui sait pas vendre, donc. Non, mais c'est pas qu'on sait pas vendre, mais c'est qu'on sait pas acheter surtout. Enfin, avoir un défenseur du niveau de Silva, ça se trouve à tous les coins de rue, quoi. Ouais. Oui, enfin, si, il y a Koulibaly, mais pas vendre aussi. Hein. On sait pas vendre. Hein. Ouais, on sait pas vendre à Paris. On sait pas vendre. Bref. On sait pas vendre à la fois, on sait pas vendre, on sait pas vendre les joueurs quand ils ont encore une grosse valeur marchande. Et on a tendance à s'enfermer avec le même joueur. Enfin, on n'est pas pour le renouvellement de l'effectif à Paris. Et clairement, ce que dit Basto, ça a un sens, dans le sens où on n'est pas pour le renouvellement de l'effectif, mais les joueurs ils vieillissent. Et on se retrouve avec ce qui s'est passé avec Mota, des joueurs vieillissants qui ont pas tout à fait le niveau, mais qui sont quand même le meilleur joueur de l'effectif, donc tu es obligé de jouer avec eux. Et à se retrouver à hésiter pendant 3 ans. Enfin, on avait fait Stambouli, on avait fait Cabaye, on en avait fait un autre, à recruter des seconds couteaux. Voilà, Krikoviak a recruté des seconds couteaux pour peut-être remplacer Mota quand il sera trop fatigué, plutôt que de vouloir de chercher tout de suite un remplaçant effectif à Mota pour le mettre en pression et le mettre sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il commence à vieillir. Et même pour Silva, par rapport à ce que tu dis, quelque part, il aurait fallu le faire cette saison et pas avant. Et Silva, là, il aurait eu sa place avec les matchs qu'il fait. Et petit à petit, enfin, il a sa place. Et le truc, c'est qu'à Paris, non, on ne sait pas vendre, on ne sait pas prendre le risque de laisser partir un joueur qui est fort. Pourquoi? Pour renouveler l'effectif. On a beaucoup parlé de Liverpool. Il va falloir voir ce que font Liverpool cette année. Mais voilà, c'est exactement le même effectif. Ils ont l'air d'être un petit peu plus poussifs. Ils ont l'air d'avoir un peu plus de mal. Pour l'instant, ils gagnent tous les matchs. Hein.
Ils ont perdu contre Naples en Ligue des Champions. Oui, mais en championnat, ils gagnent tous les matchs. Mais leur marge pour gagner les matchs est beaucoup moins importante qu'elle pouvait l'être l'année dernière. Et ils sont beaucoup plus limites. Et je crois que le renouvellement fait partie intégrante de la vie d'un groupe. Et clairement, à Paris, on ne sait pas faire. On verra. Tu veux rajouter un mot? Après, pour rebondir sur ce qu'a dit Drayas, le problème, c'est pas qu'on sait pas vendre, c'est qu'on sait pas recruter. On a du mal à recruter des top joueurs. Et là, toi, tu dis qu'il faut, par exemple, vendre Silva. Ouais, ça va avec. Ça va avec. En fait, si tu veux, c'est à partir du moment où tu vends des joueurs, bah, tu donnes l'impression aux joueurs. Tu sais, il y avait. Alors, c'est un peu moins le cas, mais il y avait toute cette réputation de la prison dorée, notamment avec Marco Verratti, qui voulait partir de Paris, qui pouvait pas partir. Tu sais, tu renvoies une image, en fait, de club qui est fermé sur ses acquis et qui ne veut pas en bouger pour rien au monde. Et c'est vrai que c'est plus difficile de convaincre un joueur à venir, dans le sens où tu lui dis, bah viens, tu seras sur le banc et tu ne pourras faire que le banc parce qu'il y a le chouchou Intel qui est là depuis X temps et qui jouera par... Tu vois, l'image qu'on dégage ne facilite pas et quand tu es dans une logique de renouvellement, tu vois, après c'est la Juve, mais la Juve c'est l'archétype du club qui sait le faire, mais je finis juste, mais tu es l'archétype du club, ben, tu n'as aucun problème pour recruter. Regarde le nombre de joueurs qui arrivent dans des positions contractuelles avantageuses pour la Juventus. À la Juventus, t'en as 2 par an quasiment qui arrivent dans ces conditions-là, quoi. Ils n'ont aucun problème pour recruter. Mais ça vient aussi avec le fait qu'ils savent laisser partir les joueurs, qu'ils savent déplacer les zones d'influence, les zones d'importance des joueurs dans le temps, et qui cherchent pas à se figer dans l'idée de construire une équipe parfaite et qu'elle reste parfaite pour 1000 ans à venir. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis il faut prendre un joueur pour remplacer Thiago Silva, mais moi ça me dérangerait pas que Thiago Silva reste et qu'on prenne un vrai défenseur à côté de lui. Parce que Kimpembe pour moi c'est pas une référence. Là-dessus on est d'accord. On a l'impression que tant que ces joueurs-là partent pas, on veut pas les mettre en danger. Parce que moi ce que j'aurais aimé c'est qu'on recrute un vrai défenseur cette année ou l'année dernière. Mais tu vois, pour préparer l'après Silva, alors que Silva sera peut-être sur le banc, peut-être pas, ce sera à lui de gagner sa place et de mériter qu'il montrer qu'il mérite sa place. Et ensuite... là où ton raisonnement se tient, c'est que ce qui freine, c'est le salaire de Silva. Mais admettons qu'on prolonge Silva avec un salaire réduit de moitié. Là, on pourra aller chercher un top défenseur, lui proposer quand même un salaire important et garder Silva. Et je pense que ça sera la meilleure solution. En fait, je pense que vous êtes d'accord sur ce que vous voulez, et que c'est un peu lié, en fait. Le fait que Paris ne savent pas acheter, c'est aussi lié du fait que Paris ne sait pas vendre et ne sait pas se séparer ou ne sait pas mettre en concurrence, en tout cas, les joueurs qui veulent garder absolument. Des fois, c'est vrai qu'on avait ce sentiment qui protégeait un peu les joueurs, notamment du milieu de terrain, où ils n'auront pas mis de grosse concurrence, ça c'est vrai. Mais par contre, sur le même milieu de terrain, une fois que tout le monde a été vendu, c'est barré, on n'a pas réussi à acheter. On a fait 2 saisons avec. L'an passé, on a fait une saison avec 2 milieux de terrain. Enfin, je veux dire, il y a un problème, quoi. On a du bricolé avec du des fois, on a l'impression que le PSG va réagir et qu'il va se dire c'est pas possible qu'on joue avec 2 milieux de terrain, et parfois non, on fait une saison avec 2 milieux de terrain. Ouais. Bon, peut-être que le retour de Leonardo changera ça. On va passer maintenant à l'interview de Tourelle, qui a fait donc une interview à Beansport. On va parler essentiellement de ses propos par rapport à l'avant-match Coach United. Je vais les citer rapidement. Il a dit ce jour-là, on pouvait percevoir qu'il existait une possibilité que cela devienne difficile de se qualifier. On pouvait le sentir dans le vestiaire. C'était un peu comme aux séances d'entraînement, un peu trop d'efforts, un peu trop de concentration, tout ce qu'un coach a l'habitude d'apprécier. Mais là, quelque chose clochait, on en faisait trop. Je l'ai senti. Donc Tuchel va un peu plus loin que sa simpliste thèse de l'accident qui nous sortait depuis 6 mois, qui nous rabâchait depuis 6 mois. Et il sort, j'ai l'impression, en tout cas moi, qu'il sort un peu en quelque sorte du déni de ce qui pouvait exister comme problème. Est-ce que le fait de sortir ce déni, ça peut permettre au club de franchir ce fameux cap mental, Kata? Ton avis là-dessus, toi, sur ces phrases, est-ce que ça t'a rassuré? Moi, je pense qu'il a revu sa com, mais bon, sa com n'avait pas été bonne après le match. Là, il a revu sa copie au niveau de la com. Après, moi, je t'avoue, la com, moi, je m'en fous. Enfin, moi, je veux que les joueurs, ils gagnent des matchs, on avance. On t'entend plus très très bien là, Kata. Pardon. Ouais. On m'entend mieux là? Ouais, c'est nickel. Oui, ce que je disais, c'est que Tuchel, il a revu sa copie par rapport à la com. Donc sa com avait été désastreuse après le match. Et là, il a revu sa copie.
Mais moi, au final, moi, je fais partie des supporters. Je m'en fous de la com, en fait. Ouais, Moi, t'attends je veux des résultats. Et la com, que ça soit en bien ou en mal, tant Ouais. mieux si ça participe à un climat, tu vois, qui est favorable. Parce que là, tu vois, on surfe un peu sur une vague où tout va bien. Donc là, on fait des bons matchs, il fait une bonne com, tant mieux. Mais moi, c'est pas ça que j'attends. Moi, j'attends sur le terrain. Seb, parce que pour toi, tu t'en fous de la com aussi. Bah, en soi, ouais. En soi, je suis sur la même ligne. Sauf qu'on est dans un monde. Enfin, les choses ont évolué. On est passé d'un univers où la seule chose qui concernait le foot se passait quand tu réussissais à pouvoir voir ce match. Parce qu'avant c'était sur Canal+, et il y avait beaucoup moins de matchs, etc. Ouais, là ça fait sens. Aujourd'hui, tout est analysé, machin, et la com a un énorme impact en fait sur l'organisation du club, sur la manière avec laquelle tu vas appréhender. La pression, elle s'est démultipliée. Satoral le dit aussi dans son Mm. interview que effectivement il y a 10 ans, c'était peut-être plus simple d'entraîner qu'aujourd'hui. Et si en tant que supporter, c'est vrai que je m'en fous de la com, on peut pas l'ignorer dans le sens où elle fait partie intégrante du club et elle devient parfois aussi importante, voire même parfois quand on peut regarder, alors à Paris, puis ça a sans doute été le cas, mais j'ai d'autres exemples en tête d'autres clubs où la com est devenue plus importante, toute la gestion de la Brune Bielsa, la com est devenue plus importante que ce qui se passait sur le terrain et ça prend des proportions qui sont complètement hallucinantes. Moi, j'aimerais commencer par un mot sur ma perception de l'interview, car j'étais déçu parce il a abordé juste aucun point tactique. On lui en a pas vraiment posé Oui, non plus on la lui a pas question. vraiment posé. Et sur la forme, j'ai trouvé que Tourelle, il était mal à l'aise. Il avait les jambes qui gigotaient dans tous les sens. Il a essayé de répondre à des blagues sans savoir s'il pouvait blaguer ou s'il pouvait pas blaguer. Et il semblait un peu pressé d'en finir. Donc c'était une interview assez étrange mine de rien. Maintenant pour United, là je suis complètement en ligne avec ce qu'a dit Kata, quoi. Maintenant pour la justification, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, je suis à 50% d'accord parce que en fait, dans tout ce qu'il dit, pour moi, il y a encore une part de déni en fait, dans le sens où il dit que c'est pas que l'accident, mais Il remet en forme l'accident de match. il est pas encore en train de dire que les problèmes existaient avant United, parce que là, on a un peu l'impression qu'il dit qu'après United, tout s'est délité, et puis plus rien, etc. Mais pour moi, les problèmes, ils existaient avant. Et la seule chose qu'a fait United, c'est que ça a exacerbé les problèmes qui existaient, mais les problèmes étaient là avant. Et pour l'instant, il les a pas pointés du doigt. Donc pour moi, il est un peu encore dans le déni, en fait. Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que pour régler un problème, il faut en prendre conscience totalement. Et on a l'impression que chaque coach qui arrive fait table rase du passé et se dit non, avec moi, ça n'existe plus ces problèmes. Et du coup, on n'en prend pas conscience. Après, Peut-être qu'il a un peu plus il a réussi à créer quelque chose de cohérent cette année. Donc mais il faut voir à partir des huitièmes si on ça va pas verra, se redéliter. on verra. On verra bien sûr tout ça. Mais Bon, on arrive. après, Vas-y. moi, j'avais juste une remarque par rapport aux gens qui disaient qu'il avait perdu son vestiaire. Je pense que, je pense que c'est tout le groupe qui a pris un coup sur la tête. Mais je pense pas nécessairement qu'il avait perdu son vestiaire, mais je pense que tout le monde a pris un gros coup sur la tête, le staff y compris. Et là, c'est super encourageant que tout le monde reprenne un peu confiance. Voilà. Enfin, moi, je sais pas si on peut dire qu'il a perdu son vestiaire. Enfin, moi, je pense qu'en tout cas, là, sa position de coach dans le vestiaire, elle est renforcée. Et je pense que c'est de bon augure. Après, le juge de paix, ça sera toujours, toujours les résultats, hein. Et pas que les résultats, comme dit Basto, ce sera février-mars. Le juge de paix, c'est février-mars. Oui, non, mais les résultats en Ligue des Champions ou les matchs qu'on attend tous, quoi, Ouais, de février-mars, quoi. on verra bien. Bon, on arrive au terme de ce podcast. Merci Kata pour cette première. Merci à vous. Tiens, on va le noter. Est-ce qu'il mérite le Paredes, ce n'est qu'une roue de secours. Tiens, Drias, t'en penses quoi? Il a commencé comme une première mi-temps de Paredes, il a fini comme une deuxième mi-temps de Paredes. En même temps, on ne sait pas trop si on a envie de le revoir. On va voir, quoi. Quelle gentillesse entre coéquipiers. On sent toute la bienveillance de Drias habituelle. Est-ce que je vais passer l'hiver ou pas? Allez, la question, c'est est-ce que tu vas passer novembre, en fait, si tu veux. Mais vu qu'on a beaucoup de blessés et de forfaits, t'auras une deuxième chance, Kata, t'inquiète pas. Okay. Merci à toi Drias aussi. Merci à vous. Merci. Et merci aux auditeurs. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, on se retrouve pour après cette trêve internationale. À bientôt. Salut. Ciao tout le monde.